Pendant longtemps, photos et films reflétaient la réalité et constituaient une source d'informations fiables. Mais que faire si l'intelligence artificielle permet désormais de générer des images plus vraies que nature, alors qu'elles relèvent de la pure invention? Nous vivons dans un monde où l'idée qu'on ne peut plus croire en rien ne cesse de gagner du terrain. Certaines techniques permettent de faire circuler des informations qui n'ont jamais existé, en imitant des voix ou en créant de faux visages. Quel danger représentent les deepfakes et la désinformation? Et comment démêler le vrai du faux? Meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Dans cette vidéo, l'ex-chancelier allemand appelle à interdire le parti d'extrême droite AfD. Mais il n'a jamais prononcé ces mots. Ce deepfake a été créé par un groupe d'activistes. Wir müssen uns erneut bei Ihnen entschuldigen. Seit Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Des mots soi-disant déclarés par la présentatrice du journal de la chaîne ARD. Encore un fake. Falsifier des informations, des interviews, voire des discours publics ne relève plus de la science-fiction, mais de la réalité. Je peux remplacer mon visage par n'importe quel autre. Ce sont mes expressions qui animent ce nouveau visage. Mais l'homme qu'on voit à l'écran est une autre personne. Le logiciel vidéo Sora, développé par OpenAI, produit désormais des images d'un réalisme saisissant. Mais si l'on peine de plus en plus à distinguer le vrai du faux, comment maintenir la confiance au sein de la société? Nous vous avons demandé si vous aviez peur de vous faire piéger par des fake news ou des deepfakes. 64% des personnes interrogées en Allemagne disent avoir cette crainte et 70% côté français. Mais revenons aux fondamentaux. On peut faire la distinction entre désinformation et mésinformation. La désinformation désigne des contenus délibérément diffusés pour tromper. Elle est conçue pour induire autrui en erreur. La mésinformation, quant à elle, repose aussi sur de fausses informations, mais sans intention de nuire. Évidemment, diffuser par erreur une fausse information n'est pas la même chose que mentir sciemment, comme lorsqu'on a mangé tous les biscuits et qu'on persiste à le nier. Mais ce genre de petits mensonges ne relève pas de la désinformation. La désinformation vise généralement un public large. Elle ne cherche pas à tromper un individu ou un petit groupe de personnes, mais s'inscrit plutôt dans des campagnes médiatiques ou politiques. La désinformation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a eu de nombreux précédents dans l'histoire. Par exemple, les protocoles des sages de Sion. Ce pamphlet antisémite, publié en Russie en 1903, prétendait révéler un complot mondial fomenté par les Juifs. Il s'agissait bien sûr d'un faux. Et pourtant, cette théorie continue de circuler aujourd'hui, notamment dans les milieux d'extrême droite ou encore au sein du Hamas. Les services de renseignement ont souvent recours à la désinformation dans le cadre de ce qu'on appelle des mesures actives. Il s'agit de stratégies de manipulation visant à influencer l'opinion publique ou un adversaire politique. Les mesures actives comportent toujours une part de désinformation. Cela peut aller des contenus falsifiés aux documents obtenus par la ruse, en passant par les usurpations d'identité. Dans les années 1980, le KGB a fait courir une rumeur selon laquelle le sida aurait été créé dans des laboratoires américains pour cibler certaines populations. Quel a été l'impact de ce mensonge? Une étude menée en 2005 par la Rand Corporation et l'Université d'État de l'Oregon a révélé que près de 50% des Afro-Américains pensaient que le sida avait été créé artificiellement, tandis que 12% étaient convaincus que la CIA en était à l'origine.
Les inégalités sociales ont rendu la population noire plus vulnérable à cette désinformation. Ceci afin d'exploiter les fractures au sein de la société américaine. Le rappeur Kanye West a même écrit dans un morceau que le sida avait été propagé par le gouvernement américain. Au premier abord, la désinformation peut sembler assez abstraite. Mais quelles sont les méthodes utilisées concrètement ? Un grand nombre de techniques est employé dans ce type de campagne. Les services de renseignement ont souvent falsifié des documents qu'ils ont ensuite diffusés dans la presse. Leur objectif ? Relayer l'info à très grande échelle. On peut bien sûr tout simplement inventer des faits, puis diffuser de faux chiffres, des statistiques truquées, etc. Grâce aux médias numériques, les méthodes ont elles aussi évolué, notamment en matière de diffusion de la désinformation. Les fameuses usines à trolls produisent des informations manipulées en masse. Des réseaux de bots utilisent des comptes automatisés pour amplifier certains messages sur les réseaux sociaux. Et pour y parvenir, ils ont recours à différents moyens. Des textes inventés, de faux sites internet, des vidéos truquées, des images détournées, des citations sorties de leur contexte, des récits fabriqués de toutes pièces, des documents présentés comme des preuves alors qu'il n'en est rien, ou encore des extraits de textes soi-disant issus de fuites, mêlant éléments authentiques et contenus falsifiés. Peu avant l'élection présidentielle de 2017, des emails provenant de l'entourage d'Emmanuel Macron ont été piratés puis diffusés. Certains étaient falsifiés, faisant croire entre autres qu'il prenait de la drogue. On peut aussi utiliser d'autres outils pour créer de faux contenus. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut reproduire la voix ou le visage d'une personne et générer une vidéo ou un enregistrement de propos qu'elle n'a jamais tenus. Les deepfakes sont des montages numériques très réalistes, en particulier les vidéos dans lesquelles on imite ou transforme une personne. Souvent utilisés à des fins ludiques, ils peuvent aussi servir des objectifs politiques. La Moldavie a connu un exemple concret de deepfake. Une vidéo prétendait montrer la présidente portant un hijab et annonçant sa démission. En réalité, il s'agissait d'une actrice filmée pour l'occasion et à qui on avait simplement donné les traits de la chef d'État. Les falsifications ne datent évidemment pas d'hier. Mais autrefois, on ne doutait pas systématiquement de chaque image ou information. Aujourd'hui, la donne a changé. Il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Mais qu'implique cette perte de confiance dans l'information ? La désinformation, c'est en quelque sorte une contrefaçon du débat public. À partir du moment où on ne peut plus être sûr que les billets de 20 € qu'on nous tend sont authentiques, faire ses courses au supermarché devient de plus en plus difficile. Une économie dans laquelle les gens ne font plus confiance à la valeur de la monnaie court le risque de s'effondrer. Il en va de même pour l'information. Si à moyen terme, on ne peut plus faire confiance à ce que disent les médias ou les responsables politiques, c'est tout le système démocratique qui finit par vaciller. Existe-t-il un remède à tous ces dangers liés à la désinformation ? Un point d'ancrage face au flot de mensonges ? Et si on se tournait vers la science ? Malheureusement, c'est plus simple à dire qu'à faire. Prenons un exemple connu du grand public et solidement étayé, le tabac. Cela fait des années qu'on sait que fumer nuit gravement à la santé et engendre une addiction. Mais comment ces images devenues légendaires ont-elles pu voir le jour ? Une déclaration de dirigeants de grandes marques américaines de tabac lors d'une audition au Congrès en 1994. La principale stratégie de l'industrie du tabac consistait à semer le doute. La première stratégie, et la plus importante, était de dire que la science n'était pas encore fixée, qu'il restait beaucoup d'incertitudes et que les scientifiques étaient toujours en désaccord. Pour cela, ils recrutaient des scientifiques isolés, aux opinions divergentes, et les mettaient en avant dans les médias afin de donner l'impression d'un débat scientifique, alors qu'en réalité, l'immense majorité des chercheurs savaient déjà que le tabac était nocif pour la santé.
Et voilà comment les recherches scientifiques établissant un lien entre tabagisme et cancer du poumon ont été remises en question. Tout comme les études pointant les dangers du tabagisme passif. Deuxième élément de leur stratégie, la diversion. Il s'agissait en effet de détourner l'attention du tabac vers toute autre chose. C'est comme ça que fonctionne un spectacle de magie. On guide le regard du public ailleurs. On s'agite, on a un cerceau dans les mains, un assistant sexy qui capte tous les regards, et il suffit alors de tirer discrètement la bonne carte du paquet. L'industrie du tabac a utilisé cette stratégie en finançant des recherches sur d'autres causes possibles du cancer ou de maladies cardiovasculaires, comme l'amiante par exemple. Ce n'était pas un mensonge. Ce matériau provoque bien le cancer, mais... Il ne s'agit pas tant de contredire les faits que de donner à l'opinion publique le sentiment que rien n'est encore scientifiquement prouvé. D'après les recherches de Naomi Oreskes, le physicien Fred Singer fait partie des scientifiques ayant participé à des campagnes de désinformation. Il a minimisé publiquement des faits avérés sur le tabac, mais aussi sur le changement climatique. Et sur ce point, la désinformation est massive, car d'énormes intérêts financiers sont en jeu. Les scientifiques savent depuis le 19e siècle que la combustion des énergies fossiles libère du dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère et provoque un réchauffement de la planète. Et ce scénario s'est bel et bien réalisé. Et pourtant, chez certains, le doute subsiste. Vous regardez la télévision et vous voyez un climatologue d'une université ou du GIEC expliquer les bases de la science climatique. Puis le journaliste se tourne vers Fred Singer qui affirme, lui, « Oh, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la question. On ne sait pas vraiment, les modèles ne sont pas fiables. » Vous, téléspectateurs, vous aurez probablement l'impression que rien n'est encore sûr, que les scientifiques sont en plein débat. Et si le doute s'installe, qu'il est prématuré de soutenir une politique publique qui s'attaque au problème. C'est précisément ce que recherchent les marchands de doute. Pour cela, certains industriels du secteur des énergies fossiles ont mis en place un réseau d'instituts qui donnent l'apparence de faire de la recherche indépendante, mais qui, en réalité, mènent des actions de lobbying visant à remettre en question le consensus scientifique. Selon les analyses du sociologue américain Robert Broul, plus d'une centaine de groupes de réflexion remettent publiquement en question le changement climatique d'origine humaine. D'après ces recherches, ces institutions recevraient chaque année environ 1 milliard de dollars de la part de certains acteurs industriels. Et pendant ce temps, le GIEC ne cesse de rappeler depuis des années que l'influence humaine sur le climat est scientifiquement prouvée. Ok, il suffirait donc d'accuser les services secrets ou les lobbies d'être à l'origine de cette désinformation. Affaire classée, le coupable est désigné. Mais est-ce vraiment si simple ? Eh bien non. Car une autre force porte elle aussi une part de responsabilité. Une force bien plus intime, tapie en nous. Nous n'aimons pas changer d'avis. Et nous avons souvent tendance à privilégier les informations qui confirment nos opinions et à rejeter celles qui les contredisent. Et les réseaux sociaux renforcent ce biais. Ils nous permettent de sélectionner les contenus qui confortent notre vision du monde, tout en écartant ceux qui la remettraient en question. Une personne qui est toujours partie du principe que le sucre n'est pas si mauvais pour la santé aura tendance à croire plus facilement une information qui va dans ce sens, même si elle est fausse. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Imaginons que ces petites boules représentent un mélange d'informations auxquelles on est exposé sur les réseaux sociaux ou dans les médias. On y trouve toutes sortes de contenus, du divertissement et aussi du journalisme de qualité, neutre et bien documenté. Le biais de confirmation va m'inciter à choisir en priorité les boules qui correspondent à ma vision des choses. Je vais donc lire l'article jusqu'au bout, peut-être même le partager. Mais si je tombe sur une information tout à fait correcte qui ne va pas dans mon sens, j'aurai tendance à la rejeter, à ne pas en tenir compte et à l'oublier aussitôt. C'est ça le biais de confirmation.
Nos mécanismes de sélection psychologique façonnent ainsi notre vision du monde à notre guise. Un peu comme le personnage de Fifi Brindacier, qui n'en fait qu'à sa tête. Ceux-ci agissent dans un contexte où l'économie de l'attention est en surchauffe. Les notifications s'enchaînent à toute vitesse sur nos téléphones et notre cerveau est littéralement bombardé d'informations. Les algorithmes des réseaux sociaux exploitent pleinement nos mécanismes psychologiques, en mettant en avant les contenus suscitant de fortes émotions et générant un maximum d'interactions. Les contenus qui font réagir, ceux qui excitent, qui choquent ou qui mettent en colère, sont ceux qui circulent le plus. Ils déclenchent des commentaires, des partages, des likes et des réactions en cascade. Dans cet écosystème, la désinformation part donc avec une longueur d'avance. D'après une étude parue en 2018 dans la revue Science, les fausses informations se propagent environ 70% plus rapidement que les informations vérifiées. Et ce, en raison de leur capacité à susciter des émotions fortes. De quoi nous faire évoluer dans une sorte de chambre d'écho, où les mêmes opinions tournent en boucle. Peu importe le camp qu'on a choisi, on se sent toujours plus à l'aise lorsqu'on est entouré de personnes qui pensent comme nous. D'un côté, notre cerveau traite en priorité les informations qui confirment nos croyances. Et de l'autre, les réseaux sociaux nous servent des contenus qui correspondent à nos préférences. Quand ces deux dynamiques se rencontrent, on obtient un terrain propice à la propagation de la désinformation. Ce phénomène prend une ampleur particulière dans le domaine politique, notamment lors d'élections et de référendums. Un des exemples les mieux étudiés de manipulation électorale est la campagne présidentielle américaine de 2016. L'année 2016 a été un véritable électrochoc, tant pour les entreprises de la Silicon Valley que pour les États-Unis et les autres démocraties libérales, qui n'avaient pas vraiment pris la mesure du rôle que la désinformation peut jouer lors d'une élection. Pour aider Donald Trump à remporter la victoire contre Hillary Clinton, la Russie a utilisé de nombreuses méthodes, telles que la mise en place d'espions ou le piratage d'emails des démocrates. L'objectif étant de mettre en lumière délibérément les divisions au sein du Parti démocrate. Un volet majeur centré sur les réseaux sociaux et la désinformation était dirigé depuis Saint-Pétersbourg par une organisation appelée Internet Research Agency. Concrètement, cela se traduisait par de nombreux faux profils, se faisant passer pour des citoyens ou des organisations américaines, usurpant des identités et utilisant diverses plateformes sociales. Et c'est même allé plus loin. La désinformation a ciblé certains groupes en particulier. Ils ont utilisé les mêmes méthodes que celles des campagnes publicitaires classiques. Ils ciblaient des groupes et des communautés spécifiques, chacun avec des messages précis, pour diviser et semer des tensions entre eux ou promouvoir certains candidats. Des trolls russes ont même organisé des manifestations aux États-Unis où des groupes pro- et anti-islam se sont affrontés, semant ainsi le chaos. Ont-ils réellement influencé l'élection? Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a remporté la victoire grâce à quelques dizaines de milliers de voix dans 3 États pivots, les fameux swing states. Il est aussi prouvé que la désinformation a atteint des millions de citoyens. Mais l'impact exact sur le vote reste difficile à mesurer. Une chose est sûre, la campagne russe a réussi à monter les électeurs les uns contre les autres. Elle visait à semer le chaos et il y a eu le chaos. Outre le chaos, la désinformation a un autre effet, plus fondamental encore. Elle touche au savoir, aux faits et à la vérité. L'objectif de la désinformation n'est pas de convaincre les autres d'une idée en particulier. Il s'agit de remettre en cause l'existence même de faits vérifiables. Donald Trump utilise souvent cette tactique. Il déverse un tel flot d'informations contradictoires et de faits alternatifs que les médias ne parviennent plus à suivre. Selon son conseiller Steve Bannon, cette stratégie consiste à inonder l'espace public de merde. De quoi empêcher les citoyens de distinguer le vrai du faux, quitte à ce qu'ils se détournent totalement du débat politique. Une méthode également très fréquemment employée par Vladimir Poutine en Russie. Les chercheurs l'ont baptisée « Firehose of Falsehoods »,
littéralement le tuyau d'incendie de mensonges. Imaginons qu'on ajoute une bonne dose de désinformation dans ce saladier d'infos fragmentées. Une partie de cette désinformation est conçue pour me plaire autant, voire plus que les couleurs que je choisissais d'ordinaire. Je me retrouve donc avec tout un tas de contenus complètement faux, mais qui collent parfaitement à ma vision du monde. Pour d'autres, ce sera peut-être l'effet inverse. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils pensent, mais ça suffit à semer le doute, au point qu'ils finissent par ne plus faire confiance à aucune de ces boules, tant la quantité de non-sens qu'elles renferment empêche de distinguer le vrai du faux. Voilà ce qui se passe lorsque la désinformation se mêle aux biais de confirmation et aux réseaux sociaux. Résultat, nous devenons plus méfiants, et ce, même à l'égard d'informations véridiques. Et c'est exactement ce dont certains profitent. Il leur suffit de qualifier de fausses toutes les révélations qui les dérangent, même lorsque celles-ci sont fondées. Imaginons qu'une vidéo compromettante refasse surface, comme celle où Heinz Christian Strache, figure de l'extrême droite autrichienne, accorde des privilèges politiques à une femme qu'il prend pour la nièce d'un oligarque russe, en échange d'un soutien pour sa campagne en 2019. Est-ce que les gens y croiraient aujourd'hui ? On dirait sans doute « encore un fake ». Plus besoin d'être un faussaire professionnel ou un spécialiste des services secrets pour créer des deepfakes. Il existe des outils en ligne accessibles à tous. De nos jours, on peut aussi faire du clonage vocal, c'est-à-dire reproduire la voix de quelqu'un d'autre. On a aussi Lean Painting, la retouche d'image, qui permet de sélectionner une zone sur une image et d'y faire apparaître un objet qui n'était pas présent à l'origine. On a également des logiciels de manipulation faciale, capables de modifier automatiquement l'expression d'un visage, la position des yeux, et bien plus encore. On peut même animer une photo en utilisant une vidéo de référence. Le portrait reproduit alors tous les mouvements du visage filmé. Et désormais, il existe aussi des techniques en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut générer des deepfakes en direct. Lors d'une visioconférence, par exemple, on peut soi-même apparaître sous les traits d'une autre personne, ce qui ouvre la voie à toutes sortes d'escroqueries. Les possibilités sont aujourd'hui quasiment infinies. Autre chose que l'intelligence artificielle maîtrise parfaitement, adapter chaque message à son destinataire pour être sûr de viser juste. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'adapter des messages en fonction de son électorat ou de ses objectifs. Et si l'on y ajoute le micro-ciblage, qui consiste à analyser les profils sur les réseaux sociaux pour déterminer à quel type d'argument une personne est la plus réceptive, on peut alors s'adresser à elle de manière très ciblée. C'est un outil redoutablement efficace. Imaginons un monde comme dans le film Her de Spike Jonze, où l'intelligence artificielle fait partie intégrante de nos vies et où nous dialoguons intimement avec des chatbots. Cela comporte bien sûr des risques. Si quelqu'un prend le contrôle de ce chatbot, il peut lui donner pour mission d'influencer nos opinions. C'est un peu comme si l'on pouvait manipuler son compagnon de vie, tel une marionnette. How many others? 8,316. Tout cela n'a rien de rassurant, mais pas question de baisser les bras. Alors, comment faire le tri dans cet amas de désinformation ? Lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, ces campagnes orchestrées depuis l'étranger pour manipuler l'opinion publique, notamment pendant les élections, on est clairement face à une question de sécurité nationale. Ce sont donc les gouvernements qui doivent agir en priorité. Mais les plateformes numériques ont aussi un rôle à jouer. Mais les plateformes de réseaux sociaux ne se pressent pas vraiment pour lutter contre la désinformation. Et la tendance actuelle du côté de la Silicon Valley va plutôt dans le sens d'une dérégulation.
Le fait que des entreprises comme Facebook ou Google puissent avoir un impact aussi massif montre sans doute qu'on a trop centralisé l'information entre les mains d'acteurs peu responsables et peu transparents. L'Union européenne peut-elle agir? Elle essaye, notamment avec le nouveau règlement sur les services numériques, censé réguler les grandes plateformes en ligne. Elles sont désormais tenues de lutter contre les discours de haine ou la désinformation et de rendre leurs algorithmes plus transparents. Objectif, nous permettre de mieux comprendre ce qui détermine les contenus qui nous parviennent. Un autre levier fondamental, c'est de renforcer l'éducation aux médias dans les écoles et de donner aux journalistes les moyens d'agir. Certains médias proposent de décrypter et de déconstruire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux pour en vérifier la véracité. C'est ce qu'on appelle le debunking. Mais bien souvent, il suscite moins d'intérêt que les informations qu'il dément. Personne n'aime entendre que ce qu'il croit est faux. Autre possibilité, le pré-bunking, repérer en amont les mécanismes typiques de la désinformation. Cette méthode pourrait être plus efficace que les vérifications a posteriori, souvent trop tardives. Et l'intelligence artificielle, pourrait-elle nous aider à traquer les mensonges? Comme toujours avec les nouvelles technologies, c'est un jeu du chat et de la souris. D'un côté, de nouvelles menaces apparaissent, et de l'autre, ceux qui veillent à la sécurité en ligne s'efforcent d'utiliser ces mêmes outils pour mieux les contrer. Dans l'idéal, nous ferions mieux d'améliorer toutes et tous nos compétences en la matière. Mais comment repérer un deepfake, par exemple? Certains détails du visage, notamment les yeux, n'ont pas toujours l'air naturels, ainsi que les membres, doigts, bras ou jambes. On remarque aussi des erreurs dans les zones de transition entre les objets. Un collier peut disparaître d'un plan à l'autre, par exemple. On peut aussi remarquer des incohérences au niveau des perspectives. Des lignes qui devraient être parallèles ne le sont pas. Et des anomalies dans les reflets ou les ombres. Cette incertitude permanente a peut-être néanmoins un aspect positif. À partir du moment où l'on comprend qu'on ne peut plus rien croire sans vérifier, on redouble d'attention. On observe, on questionne et on vérifie. De quoi nous rendre, à terme, moins perméables à la désinformation. Le niveau de vigilance est souvent plus élevé qu'on ne le pense, notamment chez les jeunes. On les voit poser les bonnes questions face à l'information. Qui est cet influenceur? D'où vient-il? Je n'en ai jamais entendu parler. Qui le paye? Qui finance cette campagne? La bonne nouvelle, c'est que cette compétence face à la désinformation, nous pouvons la développer nous-mêmes. Dans l'idéal, il nous faudrait une société qui réfléchisse de manière beaucoup plus journalistique, voire scientifique. Une société qui s'interroge avant tout sur la véracité des faits. C'est certes une exigence ambitieuse, mais c'est précisément ce genre de compétences qu'on devrait transmettre aux élèves à l'école. Mais a-t-on vraiment le temps de jouer les détectives de l'info et de vérifier chaque message à la loupe? En théorie, ce n'est pas à nous de tout vérifier, car deux outils existent déjà pour ça, la science et la presse. Leur mission est de nous transmettre des faits, du savoir et des repères. Mais aujourd'hui, tous deux sont fragilisés par la désinformation, et la confiance qu'on leur accordait autrefois s'est peu à peu érodée. Des règles claires et plus de transparence dans la science comme dans la presse restent des remparts essentiels face aux usines à trolls et aux fake news. Mais c'est aussi à nous de faire preuve de vigilance. Un bon moyen de garder le cap dans ce déluge permanent d'informations est d'éviter d'en venir à dire...